Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur dailyfx.fr, le point de marché Morning Meeting. Nous sommes le vendredi 2 octobre 2015, la publication de ce qui est probablement le chiffre macroéconomique le plus important de la semaine, le rapport NFP aux États-Unis. Le Morning Meeting, pendant que vous prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading, des devises et des produits CFD. Morning Meeting, c'est l'émission globale macro, alors on peut évoquer toutes les classes d'actifs qui vous intéressent, les indices boursiers, les contrats de taux, les matières premières, les paires de devises majeures et les paires de devises croisées. Donc laissez traîner vos questions dans la section commentaires, chat en temps réel. J'y répondrai dans un second temps. Moi je vais revenir assez largement sur le rapport NFP tout à l'heure, puisque je serai avec vous en live dans la salle de trading à partir de 14h15. Laissez-moi avant tout brièvement vous rappeler ce que le marché attend. Laissez-moi surtout vous montrer quelque chose que j'ai pris le temps de préparer juste avant cette émission. Prendre un peu de recul au fond sur le CAC 40. Le fameux CAC 40. Alors c'est pas forcément le CFD qui vous intéresse le plus. On est toujours dans ce momentum haussier de reprise sur le court terme. Je sais que vous vous intéressez surtout au DAX, à l'Eurostoxx 50, contrat à terme le plus négocié. D'ailleurs, hier le CAC, lui, c'était celui qui était le plus propre en termes de retracement, étonnamment, puisqu'on sait que le DAX, lui, avait réagi sur 61,8. Le CAC était plus fort hier, il s'est repris sur 50% de retracement, parce que il a été soutenu par le secteur pétrolier, notamment Total et Technip, lorsque le pétrole a tenté d'accélérer. Et là, on retrouve le piège baissier du 29 septembre. Mais bref, revenons à nos moutons. Ça, c'est l'analyse technique du CAC en intraday, je vais en parler. Cet après-midi, vous l'avez compris, c'est le chiffre macroéconomique que tout le monde attend avant la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis le 28 octobre, le rapport NFP aux États-Unis, donc voilà, le marché du travail US, qui petit à petit tend vers le plein emploi. Sachez que la Fed envisageait un taux de chômage à 5,1% de la population active. Et puis attendez, je vais mettre le bon nom d'émission parce que là je suis en train de me rendre compte que j'ai pas mis le bon nom. Alors un morning meeting. Voilà, normalement vous avez ici tous chez vous le nom qui s'est mis à jour. Bref, la Fed envisageait cette année un taux de chômage baissé donc à 5,1% de la population active. C'est fait. Mais lorsque vous étudiez la courbe du taux de chômage aux États-Unis, donc le taux de chômage c'est quoi? C'est le pourcentage de la population active à la recherche d'un emploi. À ne pas confondre avec le taux de participation qui est le ratio population active sur population totale. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça que ce taux de chômage à 5,1% est remis en cause, parce qu'une large partie de la population américaine a quitté la population active, peut-être n'ayant plus l'espoir de trouver un job. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, ce rapport sur le marché du travail, on le suivra. On a pris connaissance mercredi d'une enquête qui porte sur 1/5 de la population active aux États-Unis, l'enquête ADP. Alors en fait, c'est une société qui gère les contrats de travail de 1/5 de la population active US. 24 millions de personnes sont concernées, 18%. L'enquête était favorable. C'est pour ça que le marché se projette sur un rapport NFP favorable. Bref, on en parlera cet après-midi de cette enquête, de ce rapport NFP. Non, moi j'ai envie de prendre un peu de recul. Alors la clôture trimestrielle, elle est derrière nous. En intraday, c'est haussier. Voici ce que j'estime être la cartographie chartiste du CAC 40 à long terme. Pourquoi? Parce qu'on sort d'un trimestre marquant sur les places boursières internationales, avec un repli général des marchés actions. Le troisième trimestre qui s'est donc étendu sur les mois de juillet, août, septembre. Les places boursières internationales, pour ce qui est du marché action, ont perdu entre 10 et 30%. Alors, essentiellement sur les places boursières des grands pays émergents, la Chine plus les grands pays émergents, le repli du Bovespa, le repli de Shanghai, de Shenzhen. En Europe, on a perdu 10 à 15% depuis les sommets du mois d'avril. Et au final, après cette phase de correction, qui ne s'est d'ailleurs pas traduite par une appréciation de l'once d'or, je confirme, l'once d'or n'est pas une valeur refuge. Par contre, augmentation des encours sur les placements monétaires et sur le marché de la dette, où en est donc le CAC 40 après cette correction du troisième trimestre. Au fond, il a réintégré
la zone d'hyper volatilité de l'année 2014, un retour à la case départ, quelque chose que j'ai tenté de vous montrer à l'aide d'un certain nombre de graphiques de long terme, notamment ici celui de l'Eurostoxx 50, le benchmark, vous le savez, c'est le contrat à terme largement le plus négocié, ça fait 10 fois le volume du DAX, c'est probablement pour cette raison que vous devez accorder de l'importance au niveau technique ici sur le CFD EUSTX 50, 3300 points, 10% de range. C'était le cas en 2013, c'était le cas en 2014, et finalement lorsqu'on retire l'excès haussier du premier trimestre du au QE de la BCE, qui a été, finalement c'est un retour à la case départ, en réalité cette phase de hausse et ce choc, c'est comme si ça n'avait servi à rien. C'est deux excès qu'on peut même retirer des graphiques, puisqu'en réalité on est revenu là-dedans, dans cette zone de vol de l'année 2014 et de la moitié de l'année 2013 qu'on retrouve ici sur le CAC. Alors maintenant on va faire que du chartisme, du pur chartisme, puisque je sais que ce graphique de long terme, pour certains vous le connaissez par cœur. Sur le CAC 40, vous avez ici les bougies japonaises mensuelles depuis l'année 1998. Alors forcément, tout le monde connaît cette fameuse oblique chartiste qui a bien fonctionné, qui permettrait d'attraper le top. On nous parle aussi souvent de ce canal de hausse dont le marché était sorti par le haut, qui a finalement été réintégré, pour finalement voir ici le CAC 40 reprendre sa zone de range de l'année dernière, comprise ici entre 4250 et 4700 points. Moi je vous propose la cartographie suivante. J'estime que le marché a trouvé dans les points bas cette semaine des supports décisifs, les fameux garants, les garants de quoi? De toute la hausse du marché depuis 2009, mais en réalité depuis 2011. Donc vous avez ici la hausse du CAC depuis 2011, qui est passé de 2500 points à 5280, et j'estime que le marché a tenu ici cette frontière chartiste qui nous sépare d'un grand marché baissier. Donc nous ne sommes pas dans un grand marché baissier à l'image de celui qu'on a pu connaître en 2001, ou encore celui qui avait démarré et qui avait duré tout au long de l'année 2008, nous ne sommes plus en marché haussier de moyen terme. C'est un fait, notamment depuis la réintégration de ce canal. En réalité, j'estime désormais que la bourse de Paris est dans une zone d'hyper volatilité, comprise entre 4250 points et 4700 points. Oui, ça fait 10%, mais cela se résume à cette zone d'hyper volatilité de l'Eurostoxx 50 entre 3000 points et 3300 points. Et au fond même, dans les grandes banques d'investissement ou chez les gérants, ceux qui n'ont pas d'approche chartiste, mais qui quand même se couvrent sur le marché des futurs, et ce que révèlent récemment les volumes, c'est que le volume est nettement supérieur sur les marchés à terme que sur ce qu'on appelle le cash equities, donc les marchés au comptant, le marché action en direct, tout simplement parce que justement ces niveaux fonctionnent, et notamment les 3003 de l'Eurostoxx 50 ou encore l'ultime support des 3000 points qui a encore tenu en début de semaine. Et bien là, la traduction de ces deux zones de l'Eurostoxx 50, vous les retrouvez ici sur le CAC entre 4225 et 4700. C'est rigoureusement quelque chose que vous retrouvez sur le DAX, que je vais aller chercher. Ici, voici le graphique du DAX en données donc hebdomadaires cette fois-ci. Et finalement, donc, cette zone de vol qu'on le retrouve sur le DAX entre 9340 points et environ quelque chose qui s'apparente aux 10 200, 10 300 points. Donc là aussi, une zone de 10%. Voilà en tout cas ce que j'estime être la bonne, je me trompe peut-être, en tout cas la cartographie chartiste que je défends sur l'indice CAC 40. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors pour certains, on est rentré dans un grand bear market depuis qu'on a réintégré le canal. Alors certains disent, des analystes techniques, qu'on est en tendance baissière de fond désormais tant qu'on se maintient sous 4007 et vise clairement un retour sur les 3006 et les 3003. Moi je fais partie de ceux qui pensent que nous sommes revenus dans cette zone d'hyper volatilité de l'année dernière, comprise donc entre les 4250 points et les 4700 points. Alors ce graphique de long terme du CAC 40, s'il vous intéresse, et je vais revenir au graphique de court terme, alors justement regardez, cette zone de support là des 4250 sur le CAC, vous l'avez ici sur le chart intraday. Elle a tenu. Ici, ça c'est la fin du trimestre. Et elle a tenu. Il y a eu ce piège, ce gap baissier d'ouverture du 29 septembre. Depuis, on a tenu. Certes, la reprise, elle est là, mais elle est volatile. Admettons tout de même qu'au fond, elle se construit de manière assez standard sur le plan des retracements, puisqu'en fait, hier, le CAC n'a fait que retracer 50% de toute son avancée. Et je pense même qu'on a un temps de hausse 1 et qu'on fait probablement une 2 et que là, on repart. Donc sur le CAC à court terme, je pense qu'on revient en direction des 4500 et des 4515 points.
Et si le CAC franchit cette fois-ci les 4500 et 4515 points, il remontera en direction des 4600 et des 4690. Moi, je vous remontre ici la zone d'hypervolatilité. Je ne pense pas que le CAC refranchira les 4700 cette année, mais qui va rester donc parfaitement neutre dans cet intervalle, compris entre 4250 et 4700 points. En tout cas, voilà la façon dont je vois les choses. À court terme, c'est donc haussier. On a retracé 50% de la hausse du début de la semaine. Je pense qu'on peut remonter ici. Je reviens maintenant sur le DAX, alors qui sous-performe parce qu'il n'a pas le renfort du secteur pétrolier. C'est d'ailleurs pourquoi hier, il a fait un retracement plus profond que l'Eurostoxx 50 ou que le CAC, sur 61,8 de retracement. Alors, ce matin, je disais, et c'est vrai, qu'on avait réalisé une cassure haussière des 9600. Finalement, on a rebasculé un peu dessous. Pour certains, peut-être que c'était un piège, et en fait, non, il fallait repayer, ça repart. Bon, on tergiverse autour de ces 9600, c'est plus faible que le CAC 40. Mais au final, bon, tant que voilà, on se reprend de manière. Alors, est-ce que là on fait une micro-div, est-ce qu'on fait un petit wedge? Franchement, je ne vais pas m'enfermer dans cette vue-là. Moi, je vais utiliser cette ligne de tendance. Tant qu'on la tient, on se reprend. Mais on se reprend de manière hyper volatile et ça, clairement, malmène toutes les stratégies de trading. Ça, c'est un fait. Franchement, bon courage. Ça malmène toutes les stratégies de trading. En tout cas, le DAX est probablement plus volatile. Après, voilà, tant qu'il se maintient dans ce canal de reprise, il y a la possibilité de tenter de le voir reprendre sa marche en avant. À nouveau, donc en direction de ces 9700 points. Même si cette phase de hausse peut sembler chaotique. Lorsque je vois le CAC, je pense qu'il peut se reprendre en direction des 4500-4515. Alors, voilà, le DAX, je pense qu'il peut suivre là aussi la même dynamique. On peut se référer aussi au benchmark, donc le fameux Eurostoxx 50, avec les fameux 3000-3300 points. Voilà la zone d'hypervolatilité que je vous ai décrit sur les graphiques de long terme, 3000-3300 points. Jambe de hausse, le piège baissier du 29 septembre, jambe de hausse, on a retracé 50%, ce qui est hyper standard, c'est comme le CAC 40 qui avait donc retracé 50% de sa première jambe de hausse. Bon, eh bien, je pense que l'Eurostoxx 50 va remonter en direction des 3117, bon, on est à combien, 3109, donc encore quelques points, et retenter de franchir ces zones des 3140 points. Donc, voilà en tout cas ce que je pense. Après, ça reste tendu. Ok, l'US dollar index de FXCM, écoutez, que vous dire si ce n'est que rien de nouveau sous le soleil depuis toutes les émissions proposées depuis le début de la semaine, puisqu'en réalité le cadre technique de l'US dollar index est parfaitement neutre depuis le vendredi 25 septembre. Donc ça fait une semaine qu'en dépit de tous les chiffres macroéconomiques dont nous avons pris connaissance, d'ailleurs un ensemble assez inégal, qui au fond représente bien ici cette phase de range. On a eu à la fois une enquête ADP solide, mais hier, un indice ISM des directeurs d'achat dans l'industrie qui est tombé à 50,2 en septembre, qui est donc au plus bas depuis le mois de mai 2013. Donc au final, voilà, on a un équilibre des forces sur le plan des fondamentaux pour l'économie US à court terme, qui se traduit ici donc par ce range. Position d'attente avant le rapport NFP sur le court terme. Ce qui a soutenu de manière très marginale l'US dollar index, c'est ce marteau H4 et donc cette fausse cassure intraday du support à 12 049, et finalement l'US dollar index reste dans cette zone. En réalité, la seule véritable stratégie qui a été directionnelle et sans aucun piège en cette semaine de NFP, et comme souvent, c'est le repli de l'once d'or. L'once d'or qui n'a pas attiré les capitaux au troisième trimestre, qui n'a pas eu de rôle refuge, ou très marginal. C'est surtout le marché de la dette souveraine qui a attiré les capitaux. Là aussi, c'était marginal. On sait qu'il n'y a pas eu un déplacement équivalent en montant des marchés actions vers ces marchés-là. La plupart du cash qui a quitté le marché actions, il est resté liquide. L'once d'or, d'un point de vue technique, la donne n'a pas changé. Pardon. La donne n'a pas changé. Le marché est resté couvert donc par cette oblique chartiste. C'est baissier, c'est ce que j'envisageais en début de semaine. C'est régulièrement une stratégie qui fonctionne parce que le marché est souvent optimiste sur la capacité de l'économie américaine à créer des emplois, ce que semble à nouveau indiquer le consensus, ce que semble indiquer en amont l'enquête ADP qui a été de bonne facture mercredi. Donc l'once d'or, il était à shorter en début de semaine avec ce piège au-dessus des 1147 $. Cette succession de signaux techniques négatifs, l'once d'or, les stratégies de vente sont à encaisser absolument à 100% avant
le rapport NFP. Tout simplement parce qu'on a eu cette phase directionnelle linéaire, ce qui ne sera plus le cas avec le rapport ADP. NFP, d'autre part, voilà, on arrive dans cette zone de support. Alors j'envisageais que le marché puisse atteindre les 1101 $ avant le rapport NFP. Dans un premier temps, les 1115, c'est chose faite. Encore cette séance hier du 1er septembre qui vous a démontré que ce marché n'attirait pas les capitaux. Hier, lorsqu'on a eu le retracement sur le DAX et le CAC, voilà la micro-accélération qu'a fait l'once d'or avant d'être tout de suite revendue. Bref, l'once d'or. Je sais que c'est difficile d'abandonner cette image, on a toujours ce sentiment que c'est une valeur refuge, mais ça n'en est absolument pas une. Et c'est un mauvais placement si l'on cherche à se couvrir contre le risque. Alors, voilà moi ce que je pouvais vous dire sur ces marchés actions, donc qui continuent de se reprendre dans une phase qui est compliquée, mais après avoir finalement établi comme base des ratios de retracement standards. Et donc le CAC pourrait aller chercher 4500, 4515 cet après-midi. Après voilà, pour aller plus haut, c'est la clôture jour dont le marché a besoin. Ensuite, voilà donc pour l'US dollar index, maintenant le tour d'horizon des paires majeures. Il y a un point commun. Je dirais que cette phase d'attente que vous observez sur l'US dollar index, vous l'avez observé à travers deux figures chartistes que l'on retrouve sur les deux grandes devises de financement, celles qu'on emprunte à taux faible pour investir sur des devises qui rémunèrent davantage. Et ce type de stratégie de carry trade, elles n'existent pas encore face au dollar américain. Mais imaginez si la Fed réengage un cycle haussier de ses taux d'intérêt, accroît ne serait-ce que l'écart de 0,25 ou 50 points de base. Si des stratégies de carry trade se mettent en place sur l'euro-dollar ou l'USD-yen, cela ne fera que renforcer la hausse de l'USD-yen et la baisse de l'euro-dollar. La seule chose, c'est que le point commun, alors que le marché spécule en octobre sur un renforcement du programme de quantitative easing de la Banque centrale du Japon et de la Banque centrale européenne, c'est que les dernières prises de parole ont tendance à nuancer ça. Parce que les deux banques centrales disent non, non, on ne va pas faire ça. Elles ne veulent pas être dépendantes des marchés. Donc c'est pas parce qu'on a corrigé qu'elles doivent mécaniquement agir. Ce qui est au fond pas stupide de leur part. Pour ne pas perdre le crédit dans ces programmes de quantitative easing. Bon, l'eurodoll à court terme, c'est un triangle. On était dans le haut du triangle 2 fois en début de semaine. Hier, on a rejoint le bas. Il y avait une divergence haussière. On a rebondi. On a tapé une résistance. Ça recule. Bon, par rapport à ce que j'ai établi ce matin, retomber dans cette zone avant le rapport NFP, probablement ce qui peut se passer à 14h30. Honnêtement, il faut être 100% liquide. Je vois pas comment à chaque fois ça fait des neiges dans tous les sens. Donc voilà, les trades étaient probablement à faire en amont. Alors, les paires majeures, brièvement, l'USD-Yen, c'est toujours le même topo. Le yen n'a pas été fortement acheté en septembre. Il est resté dans ce range, ce qui montre quand même, ce qui peut appuyer le fait qu'au fond, sur 4250 points pour le CAC, 9340 pour le DAX, 3000 points pour l'Eurostoxx 50, 340 points pour le DJ Stocks Europe 600, le marché ait pu trouver des supports. En tout cas, susceptible de tenir d'ici la fin de l'année. L'USD-Yen, c'est un triangle. Le marché 1, 2, on peut tracer la ligne de tendance, 1 rebond, 2 rebonds, 3 rebonds. Et je pense donc qu'on peut aller chercher le haut de la figure. C'est 120,50, mais là on est parfaitement neutre. De toute façon, il faut sortir du triangle pour récupérer la phase directionnelle. La UD-USD s'est repris hier, enfin le dollar australien, grâce à la reprise des matières premières industrielles, double bottom. J'envisageais 0,71, 0,7, ça n'a pas été fait. On a fait 0,7085, on retombe, on tergiverse sur ce qui peut être considéré comme la ligne de coup d'un double bottom, ou finalement peut-être qu'on est simplement en train de faire une espèce de range, peut-être de biseau dans cette phase de baisse. Le danger c'est ça, c'est d'avoir ce type de figure sur la UD-USD avec une fausse accélération, et voilà, une espèce de biseau, jambe de baisse, wedge, avant de retomber. Moi je suis beaucoup plus neutre maintenant. J'aime pas du tout le fait qu'on soit revenu violemment sur le niveau. Donc là je suis méfiant et cela pourrait venir d'un dollar US en forme. Ensuite je laisse le CAC et le DAX ici. Ensuite l'USD CAD, plus d'opinion à court terme, le dollar canadien se renforce, le repli est violent, ça se replie. J'en reparlerai cet après-midi. Le NZD USD, franchement pas évident. On tergiverse sous la résistance. Hier on a fait une shooting star. Moi franchement, tant qu'on est sous 0,6450, j'y crois pas. Je pense que ça peut retomber. Si par contre un jour on dépasse 0,6450, ok, j'abandonne, je dépose les armes et ce sera haussier.
parce que le marché sortira par le haut d'un range et carrément, voilà, c'est un peu la théorie de la balançoire, on reporte l'amplitude du range précédent et à ce moment-là envisager quelque chose. Moi j'ai besoin d'un cours de clôture au-dessus des 0,6456 $. Tant que je ne bénéficie pas sur le plan de l'analyse technique de ce cours de clôture, eh bien je je ne peux pas défendre la tendance haussière de ce marché. Le câble. Compliqué la situation du câble, un repli dans un canal à faible pente, un niveau de support majeur, une zone en réalité entre 1,51 et 1,5170 qui ne provoque pas la même réaction qu'en mai ou qu'en septembre. Le marché dans cette espèce de petit canal de baisse. Il y a potentiellement une div sur le RSI H4, mais en fait ça peut être simplement qu'un drapeau avant de voir l'indicateur ressortir par le bas. Alors c'est compliqué. Tant qu'on reste dans ce canal de baisse, ça se replie de manière très progressive. Le risque, de toute façon, étant donné que les chiffres britanniques sont passés, c'est cet après-midi le dollar US. Si le dollar US se renforce, le câble restera dans son canal et peut toujours décrocher sous le support majeur. Alors les marchés actions US, j'en parlerai cet après-midi dans le Wall Street Insider, mais je peux en reparler brièvement. Bon, là aussi, ce qui m'intéresse, c'est que le SP500 a tenu les 1874 points, mais on ne se reprend pas de manière linéaire, ce serait trop facile. Finalement, on a fait comme le CAC, le DAX, l'Eurostoxx 50, on a retracé 50% de la première jambe de hausse, ça semble vouloir repartir. On a un bullish engulfing ici sur le SP500 en H4. Lorsque j'étudie maintenant le Dow, c'est la même chose, c'est pas aussi linéaire que ce qu'on pouvait attendre. Le marché a fait comme en Europe, il a retracé une partie de la première jambe de hausse, et donc je pense que, et même finalement une espèce de pullback sur cet ancien canal, tant qu'on est au-dessus des 15 977, avec ce petit double bottom qu'on a fait en début de semaine, je pense toujours qu'on peut se reprendre ici en direction des 16 700 sur l'US 30. Quant au pétrole, retour dans la pattern, pas de sortie en fait, le marché a tenté hier, il n'a pas réussi. J'estime toujours que, bon voilà, c'est vrai qu'on tergiverse autour de la MM20, mais qu'on a derrière la possibilité de voir le marché en sortir pour rejoindre les 49. Je chercherai toujours des zones d'entrée, moi ici dans cette zone de prix, ici sur le prix du pétrole. Ok, voilà pour le tour d'horizon. Je laisse ici le CAC, le DAX au centre, l'euro-dollar si ça vous intéresse, et je réponds à vos questions. Et voilà. Vous avez été attentifs. Ok, alors il y a quelques questions tout de même. Alors déjà, je ferai un ultime point à 13 h. Je remplace Sylvain, notre analyste donc, qui n'est pas là jeudi et vendredi, mais que vous retrouverez à partir de lundi. Quelle est la devise actuellement la plus faible face au dollar? Cette semaine, la devise qui a été la plus faible face au dollar, écoutez, les devises européennes et le yen. Parce que l'AUD et le NZD se sont repris. L'euro a quand même globalement chuté depuis les 1,1260 $. Le GBP USD continue. Le GBP USD il glisse, mais tout au long de la semaine il a baissé. Enfin, en tout cas depuis le 24 septembre, depuis vendredi dernier, il a perdu 150 pips. Donc je dirais les devises européennes. Vous pouvez aussi voir ça à travers la hausse de l'USD-CHF, le taux de change USD-CHF qui depuis le 25 septembre s'est apprécié, mais là aussi sans dépasser de résistance. Bon. Et puis le yen, lui, qui s'est repris dans la partie basse de cette figure, mais ça n'a pas non plus été hyper directionnel. Alors, je laisse ici le DAX. Alors, le DAX, le Dow. Ok, alors étant donné que j'ai des objectifs positifs encore un peu au-dessus du niveau actuel des cours sur le CAC et l'Eurostoxx 50, je pense que... Alors le DAX, pourquoi il ne progresse pas autant? Parce qu'il n'a pas le renfort de ce secteur pétrolier. Bon, que peut-on viser sur le DAX? Écoutez, tant qu'il conserve ce canal et qu'il se maintient au-dessus des 9006, c'est de revenir chercher un certain nombre de niveaux horizontaux. Il y en a un qui compte ici à 9660, éventuellement 9007. Tant qu'on est dans ce canal, ça peut être des cibles de cours. Alors le Dow, votre question sur le Dow Jones.
C'était quoi la question? Le seul indice a baissé à l'ouverture. Non, le dos a globalement la même configuration technique que le SP500. Il a fait un pullback sur cet ancien canal, même potentiellement ce type de configuration sur le RSI ici à H4. Bon, de la même façon, je pense qu'on peut se reprendre en direction de cette zone ici, donc des 16 465 sur le dos. Alors, question de JB sur un actif que je n'ai pas évoqué, mais je vais le faire, c'est sur l'argent métal. L'argent, je ne suis pas aussi près que l'once d'or, mais bon, cependant, c'est à peu près la même structure. On s'est replié, maintenant voilà ce que teste l'argent métal, tout comme l'once d'or, avant le NFP, on est maintenant à la croisée des chemins. Moi je reste quand même hyper baissier. Je pense d'ailleurs que l'argent, il peut sortir par le bas de cette espèce de structure élargie. Après voilà, la baisse elle s'est faite en amont du NFP, comme le métal jaune. Le risque, bien sûr, c'est d'en sortir par le bas et de retomber en direction des 14,20 et des 14 $. Donc dans le fond, de toute façon, je conserve mon opinion hyper baissière à moyen long terme, comme l'once d'or. Alors, Alain, alors question justement sur le taux de change euro-dollar, bah écoutez, tout dépend. Moi j'ai une vision sur les fondamentaux, d'autres peuvent avoir comment dire, un point de vue spéculatif. Honnêtement, viser les 1,16 sur le taux de change euro-dollar, comme certains peuvent le défendre, je ne vois pas comment cela est envisageable tant que le marché se maintient sous les 1,1450 sur des clôtures weekly par exemple. La seule chose qui pourrait faire remonter l'euro-dollar à 1,16, c'est une inflexion nette et décisive du discours monétaire de la Fed, des chiffres macro-US qui décrocheraient. Je ne vois pas pour le moment sur le plan des fondamentaux ce qui justifie une remontée. L'euro-dollar a piégé tout le monde en août dernier. Tous ceux qui visaient 1,20, ils se sont tous fait piéger en août lorsqu'on a tenté d'accélérer au-dessus des... Laissez-moi remontrer ce graphique. Je vais le chercher, voilà, vous l'avez sous les yeux. Regardez, après, comment envisager un 16 après le piège du mois d'août. Gros chandelier de retournement, réintégration. Allez m'expliquer comment sur le plan technique on peut viser un 16 actuellement. Après, je veux bien admettre que c'est neutre entre indice et indice 14,50 et qu'au fond je ne devrais pas être aussi incisif. Avec un graphique comme ça, c'est quand même spéculatif de viser un 16 et surtout à contre-tendance. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu donc à l'ensemble de vos questions, 30 minutes de morning meeting. Je vous retrouve à 13 h pour un ultime point intraday sur le DAX, le CAC, l'Eurostoxx 50, le taux de change euro-dollar et l'once d'or. Ensuite à 14h15 pour le suivi en direct du rapport NFP. Et enfin à 16 h, je reçois ici même donc Caroline Domanine, experte en émotion, en psychologie de trading, et qui vous présentera en réalité la différence dans la gestion de ses émotions, de la peur, hein, quand on est en position de trading par exemple, et d'autres émotions, la différence fondamentale lorsqu'on est soit face à son compte de démonstration, soit face à son compte de trading réel. Donc il y a un lourd programme cet après-midi, et j'espère que ces émissions vous plaisent. Allez, bon appétit à tous, rendez-vous à 13 h, à tout à l'heure.